Précédemment, dans Alert Spoiler. Ted Fox est une menace qui nécessite certains risques. La galaxie du Gant Rouge. Si cette galaxie vient dans notre univers, ça ne va pas détruire qu'une ou deux planètes. Je sais, ce sera l'ensemble de l'imaginaire. Je vais pas y arriver, Willy. J'ai besoin de me faire quelques bons films, donc on y va. Patron, fuir les bouses ne va pas vous aider. Au contraire, ça me fera le plus grand C'est bien. de la fuite, ça vous fera aucun bien. Appelle ça comme tu veux, mais ça ne change pas le fait qu'on y va. De toutes les frêles créations que j'ai rencontrées, aucune ne fut plus persistante que cet homme. J'ai cherché à l'éliminer plus d'une fois. Je l'ai même tué, mais il est toujours là. Prêt à guetter la première occasion pour détruire mon arme ultime contre la création. Et je ne veux plus de cette épée de Damoclès. Et c'est pour ça que vous êtes là. Je vous demande de me débarrasser de cet homme. Alerte! Spoiler, je sais. Votre histoire m'intéresse depuis très longtemps, cher Renard Mort. Elle m'a apporté pas mal d'amusement, en particulier votre combat contre Spoiler. Cela dit, pour que cette histoire atteigne son apogée, il lui faut un final des plus tortueux, un plan plus psychologique. Et que proposez-vous donc? Eh bien, voyez, petit renard. En essayant de vaincre un critique, vous n'avez pas pensé une seule seconde à utiliser l'arme qui l'a si bien servi. La critique. En oubliant de vous autocritiquer, vous n'avez pas vu en quoi le fait de le tuer n'a pas réussi. Il voulait vivre. Donc voici mon plan. Faire en sorte qu'il renonce de lui-même. Intéressant. Expliquez-moi donc ce plan. Like an angel who has forsaken sympathy, rise up, young boy, and make yourself a legend. Blue skies and beckoning winds are trying to open the door of your heart. But you're gazing at me as if you cannot see. You just stand there smiling vacantly. Your eyes hold such innocence. You're blind to the fate that will soon come to pass. But it's summoning you with a touch like a sigh. You seek it without knowing why. But someday I know that you will be awakened and your eyes will finally see. These wings on your back are just waiting to guide you. The future will soon set you free. This cruel thesis, a spiteful angel's litany, will soon soar from the window of your destiny. White hot pathos, a desecrated symphony. Stay true to this and don't betray your memory. Come now, reach out, you must embrace reality. Rise up, young boy, and make yourself a legend. Apparemment, c'est juste une boîte. Juste une boîte, t'es sûr? Attendez, je vérifie au Plot Convenience Scanner. Ah, apparemment vous avez raison, je détecte une relique. Ah, des reliques. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui alors? Maintenant que j'y pense, comment ça marche ces reliques? Eh bien, une relique, c'est un objet qui incarne la forme pure d'une planète imaginaire qui a perdu sa planète. Voilà, c'est une façon de se conserver malgré les événements. Et là, on en a 3, bizarrement. C'est quoi comme relique? Eh bien, on a une carte de tarot. Oh, ça doit être une relique d'Escaflowne, ça. Cool. Depuis le temps que je voulais en parler. Et une tasse. Oh, c'est une tasse de la Nerve. Ça veut dire que c'est une relique d'Evangelion. Cool. Ça aussi, j'avais envie de critiquer. Je suis le seul à me dire que quelqu'un nous l'a laissé là exprès? C'est pas faux.
inquiétant tout ça. Enfin, ça va, on va pas passer à côté d'une aubaine et... Tiens, je reconnais pas la troisième relique. On dirait que c'est la relique de... C'est quoi le troisième? Laisse tomber, jette-moi ça. Patron, y a quoi dans la boîte? La relique d'une grosse bouse, jette-moi ça, je te dis. Patron, c'est la 4e bouse que vous fuyez ce mois-ci. Je t'ai pas demandé de commentaires, débarrasse-moi-nous de ça. Je la mets de côté. Non, j'ai dit tort. Je ne critiquerai pas cette merde, donc c'est pas la peine d'insister. On a un espace pratiquement infini dans ce Tardis. On peut faire de la place pour une bouse à critiquer plus tard. Parce que vous le critiquerez. Quand vous arrêterez des trains lâches. On en reparlera. Donc ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Japanimation. La fois où j'ai présenté le monde merveilleux de la Japanimation et permis d'initier des tas de néophytes à toute une galaxie de chouettes séries. Et la fois où pas mal de monde m'ont expliqué que je racontais pas mal de conneries. Ton épisode sur la Japanime là, c'est une purge. C'est quoi? C'est un shonen et un shoujo déjà, c'est pas des genres, c'est des termes démographiques. Pourquoi tu utilises des putains de termes démographiques pour des animés? C'est pour les mangas, trou du cul. Et c'est quoi un pan dessus? Ouais, c'était gênant tout ça. Encore plus gênant d'avoir permis à Vandelcache de mettre un blocus sur toute la galaxie japonaise. Ça me fait penser, faudra que je règle ce problème un jour. Pour être honnête, je me suis surtout gouré sur les termes qui semblaient dominants dans ce que j'ai pu voir dans la plupart des sites sur le sujet, et qui semblaient identifier les genres dont je voulais parler pour montrer la variété de la Japanimation en néophyte. Mais le problème avec la catégorisation, c'est que souvent on force certaines œuvres à entrer dans le même panier par facilité. Donc je m'excuse pour le mauvais emploi de certains termes de la Japanimation. J'ai un problème avec les jargons, comme vous l'aurez pas remarqué. Et je ferai en sorte de ne plus jamais en utiliser et de faire ce que je fais généralement, regarder l'œuvre avant tout. Moralité de l'histoire, ne vous renseignez jamais sur les genres de la Japanimation sur Animeka et Google. Aussi, c'est gentil de m'avoir expliqué le coup du saignement de nez, mais ce n'était qu'une blague pour me marrer de l'aspect bizarre de ce cliché, donc c'était pas vraiment la peine. Mais bon, ça mis à part, de quelle série de Japanimation je vais vous parler aujourd'hui? Vision d'Escaflowne. Vous vous demandez sûrement pourquoi des 400 séries de Japanimation que j'aurais pu critiquer, je choisis Vision d'Escaflowne, qui n'est pas spécialement connu, même parmi les fans de Japanimation. Eh bien, c'est très simple. Vision d'Escaflowne est la série qui a révolutionné ma vision de la fiction et de la Japanimation. Non, parce que c'est pas avec Dragon Ball, ou Pokémon ou encore la version Fox Kids de Digimon que j'allais découvrir tout le potentiel de la Japanimation, bien que Digimon m'a montré que la Japanimation avait un truc supérieur. Mais avec Vision d'Escaflowne, j'ai compris à quel point une série animée pouvait être aussi profond, aussi mature, avec un excellent scénario débordant d'imagination et de sagesse, et des personnages fort attachants, ayant chacun une certaine évolution. Et c'est d'ailleurs pour ça que Vision d'Escaflowne est une de mes séries préférées. Chose à laquelle certains vont sûrement se demander, mais malgré ton attachement pour cette série, est-ce qu'elle est vraiment si bien que ça? Chose à laquelle je réponds... Heroic Fantasy avec des mechas! Qu'est-ce que tu me poses des questions à la con, toi? C'est putain de génial! Vous doutez toujours de la qualité de cette série? La série raconte l'histoire d'Hitomi, une jeune lycéenne japonaise, en mini-jupe, ouais, au tempérament joyeuse, athlétique et assez douée pour prédire l'avenir avec ses tarots et son pendentif qui lui donnent des visions étranges d'un monde de chevaliers et de robots géants. Elle est amoureuse d'Amano, le beau gosse athlétique de son école, qui s'éclate avec des trucs insignifiants. Quel joli pendentif. C'est mon porte-bonheur, c'est un souvenir que je tiens de ma grand-mère. Et lorsqu'on le fait se balancer, c'est comme une petite horloge. Une oscillation égale 1 seconde. Ah, mais c'est comme le professeur... Oui, je sais, c'est comme Tournesol. T'es juste le 50e à me le dire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11, et 12... et 13, 14, et 15... Vous l'avez pas bientôt fini, oui? Enfin, Amano s'apprête à partir à l'étranger, alors Hitomi, qui a du mal à accepter ses adieux, propose un défi à Amano. Si par hasard, je battais le record des 13 secondes en faisant ma course pendant 13 balancements de mon pendule, est-ce que tu voudrais bien m'offrir un gage?
Je voudrais, s'il te plaît, que tu m'embrasses. Vraiment, Hitomi? C'est ta dernière nuit avec le mec et c'est tout ce que t'as trouvé? T'aurais pu être 1000 fois plus ambitieuse que ça, ma petite. Mais lors de sa course, un halo de lumière fait apparaître devant elle Van, un jeune homme venant d'un autre monde. Heureusement que cette faille transdimensionnelle est tombée sur ce petit gars, et non pas sur une créature dangereuse genre... Le dragon terrestre va arriver. Oh. Dragon! Van retient le dragon pendant qu'Hitomi et ses amis cherchent à s'enfuir. On est à l'abri. Vraiment, Amano? Quelques marches et tu te crois à l'abri? Je me demande si ça va empêcher le dragon de se pointer. Oh non! Il s'est monté des marches! On est foutus! En plein combat, Hitomi a une vision du dragon qui transperce Van de son dard, ce qui la pousse à intervenir, permettant à Van d'éviter un sombre destin pour enfin achever la bête. Est-ce que tout va bien? Je n'ai vraiment pas besoin de la pitié d'une femme. Tu attends des remerciements de ma part? Tous les trois, vous avez été plus une gêne qu'autre chose durant le combat. Et ce n'est pas grâce à vous que je l'ai vaincu. Mais oui, bien sûr. T'aurais pu toujours lui défoncer la gueule avec son dard enfoncé dans ton cou jusqu'au rein. T'aurais toujours ton bras. Plus de sang pour contrôler ton bras, mais au moins t'auras toujours ton bras. Et alors, Hitomi et Van se font emporter dans un autre halo de lumière qui les envoie dans le monde de Van. Alors, voyons voir. De l'herbe, des arbres, la terre qui brille dans le ciel... C'est confirmé, t'es dans la merde. Hitomi se retrouve sur Gaïa, un monde où la terre brille dans le ciel. Et si vous me demandez comment ça se fait qu'on ne peut pas voir cette planète si elle est si proche de la Terre, je répondrai... Ta gueule, c'est magique! Gaïa est un monde très Final Fantasy, où l'Heroic Fantasy croise la science-fiction avec des mechas et autres vaisseaux volants, peuplés pas seulement d'humains, mais aussi d'hommes-loups, chats et autres animaux. Et avec tout ça, vous vous demandez pourquoi on ne voit pas leur planète d'ici? Elle est probablement invisible, où on ne voit qu'un reflet de la Terre, alors qu'en fait la Terre est 1000 fois plus loin. On s'en fout, c'est pas le but. Le but est de montrer qu'il existe un lien mystique entre le monde de Gaïa et la Terre. La Terre est d'ailleurs appelée la lune des illusions et la source de beaucoup de légendes. La vraie question serait plutôt, quel est ce fameux lien? Bref, tout ça pour dire... Je t'emmerde, Science. Heureusement pour Hitomi, Van est le roi du royaume de Fanelia, ce qui fait qu'elle peut côtoyer la haute et éviter ce qui arriverait à n'importe quel touriste de sexe féminin dans un monde moyenâgeux. Ouais, genre ça, ouais, merci, ils ont compris. Donc la situation est ennuyeuse, mais pas encore catastrophique. Et merde, on peut pas être dans un monde parallèle qui connaît la paix universelle des fois, non? Le royaume se fait attaquer par l'armée de l'Empire Zaibaker, composée de robots géants invisibles. Van essaye de les combattre avec l'escaflowne. C'est quoi l'escaflowne? L'escaflowne est un des mechas les plus classes qui m'a été donné de voir. Parce qu'en plus d'être un mecha, c'est une véritable armure de chevalier avec une cape, ça valait trop le coup de tricoter ça pendant 10 ans, une épée et le top du top, il peut se changer en dragon volant. I have the weirdest boner right now. Et vous les occidentaux, vous fantasmez sur un robot qui peut se changer en camion? Haha, noob! Mais la bataille étant perdue d'avance, Hitomi et Van se font emporter par un autre halo de lumière qui les emmène à l'abri du danger pour le moment. Mais les troupes de Zaibaker, menées par le mystérieux et sombre Folken, guettent pour accomplir les noirs desseins de l'Empire. Commence alors le voyage d'Hitomi dans un monde en guerre, où se mêleront mystère, romance et batailles sanglantes. Ça, c'est l'histoire de base. Passons maintenant aux autres éléments de cette série, à commencer par l'animation. L'animation est, surtout pour l'époque, excellente. Elle est bien foutue même si elle utilise certains clichés de Japanimation comme les speedlines ou les images fixes, mais généralement c'est justifié. Et ils ont un très chouette design qui profite bien de l'univers Heroic Fantasy et science-fiction. Mais il y a un petit détail un tout petit peu gênant qui est présent dans toute la série. Le nez! Sérieux, en tant que dessinateur, je sais bien que c'est toujours dur de faire les nez comme il faut, mais vous pourriez éviter que tous les personnages se retrouvent avec un nez aussi long et pointu, non? Non mais regardez-moi ça, ils pourraient presque se battre avec leur nez tant ils sont longs et pointus.
La musique est superbe. Ce n'est pas la première série d'animation à utiliser un orchestre symphonique pour sa musique, mais franchement, c'est celle qui a su en tirer mieux parti. Les thèmes sont variés, parfaitement orchestrés et renforcent parfaitement l'émotion. Certains thèmes récurrents comme Shadow of Doubt sont cool et parfaits pour l'ambiance comploteur et diabolique de l'intrigue. Dance of Curse est épique et apocalyptique comme il faut, et le thème d'Escaflowne lui-même a ce chant religieux donnant un côté sacré et divin au Game LF. Par contre, le thème a un petit désavantage. C'est le fait que je suis français. Et quand on est français et qu'on entend ça, il y a une petite voix de merde dans ta tête qui te dit... Pardon, mais c'est trop bon. Aux oreilles d'un japonais, c'est très classe, mais aux oreilles d'un français, laisse tomber quoi. Mais mes morceaux préférés sont les thèmes plus dramatiques comme Blaze, digne d'une tragédie grecque, ou surtout les magnifiques Arcadia et Farewell. Si vous n'avez pas de frissons ou de larmes en écoutant ça, vous n'avez tout simplement pas d'âme. Ouais, je pleure en écoutant Farewell et je t'emmerde. L'opening est magnifique, ça ne vaut pas Fullmetal Alchemist ou autre, mais la chanson est sympa et les plans sont majoritairement classe et épiques. Par contre, l'ending, bien que les images et la chanson soient sympas, je trouve que ça donne pas une bonne ambiance par rapport au reste de la série. Déprimez que la femme de vos rêves se fasse à l'autre mec que vous fantasmez sur elle à poil, alors conquérez-la avec Essence de Gaïa. Avec ce parfum, vous serez comme le soleil sur son visage et comme l'herbe sur son cul. L'odeur envoûtante de Gaïa tient même sous la pluie ou dans le bain. Qu'est-ce que je fous là? Essence de Gaïa. Vous profiterez grandement de vos jours de dépucelés. Attention, Essence de Gaïa peut vous faire rougir la main selon vos allergies. Aussi, pourquoi quand ils ont diffusé cette série sur Canal+, ils ont enlevé les plans où on voit Hitomi se faire embrasser? C'est qui cette chochotte pudique qui a voulu censurer un baiser? Pour le sang et tout, on s'en fout, le petit cercle bleu suffit, mais pour un truc qu'on montre même dans des dessins animés Disney, paf, on censure? Pourquoi vous faites ça, bande de libertins? Vous pouvez pas vous étriper comme tout le monde? Mais bon, au moins ils ont juste enlevé 2 plans d'un générique, ils n'ont pas fait comme la majorité des animés de l'époque en changeant le générique et le montage. La VF est... bien. Pas grandiose, mais bien. Elle est bien. On a quelquefois un ton inapproprié. Mon frère! Et des choix de mots pas toujours au top. Je les trouve très jolis. Je les aime beaucoup. Vraiment, énormément. Des moments où tu sens que le mec se contente de lire. Je n'ai jamais accepté de tourner le dos à l'ennemi. Du meublage de moments silencieux qui font presque dialogue de film porno. Et des tentatives un peu loupées de remplir les phrases pour correspondre au mouvement de lèvres. Mais tu le fais exprès ou quoi? Bien, tout se passe comme dans mes livres. La plupart du temps, c'est correct, les voix sont appropriées, et certaines, comme celle de Falken, sont ultra classe. Et ils gardent généralement le meilleur ton et la meilleure intonation pour les personnages et les textes. Disons qu'il y a 3 niveaux de qualité dans le doublage français d'un animé. Ceux qui s'en foutent royalement, comme Digimon ou Ken le Survivant, ceux qui font un effort mais sont pas parfaits, comme Cowboy Bebop, et ceux qui font un très bon boulot, comme Fullmetal Alchemist, en tout cas les premières saisons, et Princess Mononoke. Mais Escaflowne fait partie de la 2e catégorie. Et franchement, dans le domaine des animés, pour l'époque, c'était des plus honorables de faire un travail aussi attentionné. Donc oui, je préfère la VO, mais on peut quand même féliciter la VF, car ils ont fait l'équivalent de faire une réplique quasi parfaite de la Tour Eiffel avec du coton. Tu ne pourras pas monter au-dessus comme la vraie Tour Eiffel, mais au moins ils ont bien bossé avec ce qu'ils avaient. Et c'est une des raisons qui fait qu'Escaflowne est assez important pour la France et la Japanimation. À une époque où la Japanimation était mâchée par des distributeurs véreux pensant qu'aucun occidental adhérerait au style japonais, au point de laisser des classiques du cinéma d'animation japonaise disparaître dans l'étendue infinie et perdue des loueurs de cassettes, sauf quand ils étaient suffisamment enfantins pour le public que l'Occident vise avec les dessins animés. C'est alors qu'une chaîne et un groupe ont dit « Non, c'est faux ! Ils peuvent adorer, ils peuvent 1000 fois plus l'adorer que votre version mâchée et on va le prouver !» Et donc arriva Cowboy Bebop, Lane, Evangelion et bien sûr Vision d'Escaflowne, qui ont fait de leur mieux pour adapter des séries d'animation japonaises au public français, tout en conservant la version qui était prévue à l'origine, avec l'opening original, avec les dialogues traduits littéralement, ou presque, un certain respect de l'ambiance de ces superbes séries, et même...
L'interlude. Mais bon, assez parlé de la forme, parlons du fond, à commencer par les personnages. Je vous ai déjà présenté Hitomi. Elle est un peu la Bella Swan de l'histoire. Si Twilight était une bonne histoire, bien sûr. La plus grosse différence avec Bella Swan est qu'Hitomi a une personnalité. Elle est d'humeur positive, souvent souriante, mais aussi suffisamment sensible pour être touchée par la mort de quelqu'un, même quelqu'un de mauvais. Mais elle reste assez proche de Bella car, comme Bella, elle est au centre des conflits qu'elle a déclenchés et sert de point de vue pour l'histoire, ce qui est bienvenu. Le problème avec Bella Swan, c'est que on s'en branle des dangers et des dilemmes qu'elle affronte, tout simplement parce qu'elle n'a pas de personnalité. Or, Hitomi a de la personnalité, donc on en a quelque chose à foutre. À plusieurs moments, elle n'hésite pas à exprimer le fait que cette guerre est trop pour elle. Et on la comprend. Il y a même pas une semaine, c'était encore qu'une ado et pensant qu'à des trucs d'ado. Maintenant, c'est une messie sur qui dépend le sort d'un prince et l'espoir de survie de tout un monde qu'elle connaît pas. Et où son hobby d'adolescente est un instrument divin déterminant le sort du monde. Et ayant même ses périodes de trouille absolue. Ta flamme va bientôt s'éteindre. Je te vois mourir. Ce pouvoir l'a même tué une fois. Évidemment que ça va être dur de supporter toute cette merde. Surtout quand cette ambiance est partiellement due à sa présence sur Gaïa. Mais est-ce qu'elle agit lâchement et laisse ses compagnons crever une seule fois? Fuck no! C'est pas parce qu'elle ne veut pas être mêlée au combat qu'elle hésite à affronter le danger pour sauver Van. Il lui arrive même d'atteindre le niveau super-héroïque des fois. Hitomi, reviens ici tout de suite! Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde! Oh l'idée de merde que j'ai eue, l'idée de merde que j'ai eue! Gagné! C'est un monstre! Dixit la femme chat. Et même toutes les fois où elle a voulu arrêter d'être mêlée à cette guerre, elle finit toujours par voir qu'elle ne peut pas se permettre de partir et que trop de choses dépendent d'elle. Et donc, elle revient en force. Et comme Bella, Hitomi se mettra à faire des choses égoïstes. Mais elle aura jamais ce qu'elle veut, contrairement à Bella. Enfin, si, disons qu'elle aura ce qu'elle mérite. Contrairement à Bella qui a tout ce qu'elle mérite pas. Même que dans ses moments les plus égoïstes, ça résultera en de terribles catastrophes qu'elle regrettera très vite. Car Hitomi n'est pas une salope manipulatrice pourri gâtée, c'est une adolescente beaucoup plus réaliste que Bella. Ah, et aussi une grande différence avec Bella Swan, elle évolue! Elle comprend que ce qu'elle veut n'est pas ce dont elle a besoin. Ses sentiments évoluent, son personnage évolue, pour devenir plus indépendante et sage. Bref, elle devient adulte. Vous voulez un bon modèle féminin, les filles? Eh ben, lâchez votre grosse merde de Twilight et faites-vous un marathon escaflowne. Et aussi, vous en faites pas pour la partie poisson hors de l'eau du personnage. C'est très sous-joué. Autant que je me souviens, il y a juste une vanne là-dessus. Écoutez, il ne faut pas en faire une série télé. Une série télé? Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement que c'est normal d'être un peu angoissé, mais c'est juste un coup de blues. Un coup de blues? Passons maintenant au deuxième héros de notre série, Van. Van est un idiot. Mais vous en faites pas, il se soigne. C'est quelqu'un de très impulsif, qui n'hésite pas à foncer vers une armée sanguinaire, même quand les chances de survie sont proches du néant total. Il est très irrespectueux et n'hésite pas à exprimer sa colère sur tous ceux qui croisent son chemin. Et oui, ça comprend Hitomi. Et d'ailleurs, il fait pas mal de bourdes avec sa relation avec elle. Hey Hitomi, tu te souviens de ton nom de prédiction qui a fait arrêter ton cœur la dernière fois? Oui. On devrait l'utiliser plus souvent durant les batailles pour tuer facilement l'ennemi, ça te dit? Connard. Mais en même temps, il en devient jamais vraiment détestable. C'est normal qu'il soit impulsif. Il y a même pas 2 jours, il était le roi d'un grand royaume qui se fait atomiser. Forcément, Van veut répliquer et punir Zaibaker au plus vite. Il ne réfléchit juste pas assez pour se rendre compte de ce qu'il fait aux autres en agissant ainsi. Dans le fond, c'est un bon gars, mais qui se force à être plus dur et plus courageux pour sauver ce qu'il peut sauver, comme le montrent ses ailes d'ange qu'il tente de garder en secret. Ouais, le mec est un ange. Parfait fantasme pour les filles, quoi. Bref, c'est un idiot, mais pas parce qu'il est vraiment con, mais parce qu'il est humain. Et puis, il essaye de se faire pardonner, il essaye d'être gentil avec ses amis. C'est juste qu'il ne peut pas se permettre d'être positif et tout, car il est dans une situation à laquelle il n'était pas préparé. Contrairement au 3e sommet de notre triangle amoureux, Allen. Allen, chevalier, courageux, gracieux, beau, blond, à la même tronche que le mec qui te fait fantasmer au lycée, charmant, beau parleur, héroïque, tout. Un fils illégitime. Ouais, désolé de casser votre fantasme, les filles. Spoiler. Mis à part ça, Allen est un vrai chevalier blanc, dans sa meilleure forme.
Moi-même qui suis plus du côté de Van, j'arrive pas à détester Allen, car c'est sincèrement un bon gars, sage, la tête pensante, qui amène un bon équilibre avec Van. Ah, et aussi il a un vaisseau au volant et une équipe de pirates badass. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ces mecs. Ils doivent même pas faire 5% de toute la série, mais putain, chaque fois que je les vois, c'est cool. Et je connais pas un seul de leurs noms, quoi. Contrairement à Van, Allen connaît ce monde, son fonctionnement, ses conflits, ses côtés sombres. Ce monde lui a même longtemps privé d'amour, de parents et même de sœurs. C'est même probablement ce qui rend sa chevalerie aussi respectable. Malgré quelques écarts de conduite, bien sûr. Si je critique la manipulation d'esprit que Xavier a opérée sur Jean dans X-Men 3, c'est non seulement parce que c'est une terrible chose, mais aussi parce que c'est l'opposé de ce que le personnage est. Allen révèle aussi avoir fait des erreurs, mais c'est justifié. C'est justifié avec son personnage. Quand il servait pour un duc, il a séduit la promise de ce dernier et l'a mis en cloque d'un bâtard. Une erreur, mais en logique avec le personnage qui est en manque d'amour et de modèle féminin. Et je suis sûr que dès que vous m'avez entendu dire le terme triangle amoureux, vous vous attendez à ce que je casse en 1000 morceaux cette série. Non. Les spectateurs ont une allergie qui me rend complètement dingue, à savoir l'allergie au triangle amoureux. Je peux comprendre que ce soit chiant dans les millions de comédies romantiques utilisant le triangle amoureux en tant que drame forcé et artificiel, ou encore Twilight dont le triangle amoureux détruit la soi-disant belle histoire d'amour que la saga n'arrête pas de nous enfoncer dans le crâne comme la nouvelle Bible. Cette allergie, elle débarque pas de nulle part, je m'en doute bien, mais voilà. Les mecs, ils se mettent à casser tous les triangles amoureux, même quand ils sont quasi inexistants, comme dans le Hobbit, ou quand ils servent vraiment bien l'histoire. Comme dans Escaflowne, justement. Le triangle amoureux ne sert jamais de drame de remplissage ou d'entrave à l'avancement du scénario. Le scénario principal continue sans problème malgré ses histoires de cœur. Et comme je l'ai expliqué, le triangle amoureux a son rôle à jouer dans l'histoire. Déjà au niveau des enjeux, car le lien qui unit Hitomi et Van entrave les mystérieux plans de l'Empire Zweibacher. Mais j'y viens. Mais aussi en termes de développement de personnage. Son amour pour Allen est un sentiment d'adolescente, croyant au prince charmant, tandis que son amour pour Van l'amène à mûrir, mais aussi à découvrir les gens, les comprendre, les apprécier malgré leurs défauts, et vouloir aider les gens. Mais les deux mecs aussi évoluent. Van est dur, mais apprend à s'adoucir et à assumer ses sentiments, et mieux les exprimer, là où Allen affronte son passé et finit par retrouver ce qui lui manquait réellement, sa sœur. On y vient. En fait, ce triangle amoureux n'a qu'un seul défaut. Van et Hitomi ne s'embrassent jamais. Sérieux, elle embrasse Allen, on la voit même embrasser Amano, alors que ça n'arrive jamais dans l'histoire. Et puis merde, 26 épisodes de build-up pour cette romance, et on se retrouve qu'avec un petit câlin, quoi. Rien de mieux pour frustrer ton public, Escaflowne. Bon allez, je vous ai suffisamment fait chier avec les romances et l'eau de rose, donc passons au côté obscur de la force. Avec le méchant principal, Falken. Falken est le Dark Vador de l'histoire. Très littéralement. Il a été recueilli par l'empereur, qui l'a converti à sa philosophie, a comblé son handicap avec un bras bionique, il porte une cape, anime la peur dans son entourage, détenteur d'un pouvoir mystique rare, oh et... Oh, mon frère. Suffisamment proche. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. T'en connais beaucoup, toi, qui ont des ailes? Non. Exactement. Et encore une fois, comme Dark Vador, il ne recherche qu'une chose, la paix. Ce qui, à ses yeux, ne peut s'obtenir qu'en l'imposant, en conquérant toute la planète, éliminant les frontières et les royaumes pour créer un seul royaume. Et pour être sûr qu'après ça on soit tranquille, autant manipuler le destin lui-même. Son charisme et ses intentions presque divins lui a d'ailleurs permis d'obtenir de très nombreux alliés qui lui seront très utiles. La seule véritable différence avec Vador, c'est qu'il déteste la violence. Quand arrêteras-tu de massacrer inutilement des innocents? C'est l'autre grande force de Falken, malgré le fait qu'il soit à la tête d'un empire composé essentiellement de tueurs avides de sang ou de scientifiques fous, il est réellement pacifiste, croit en ce que cette guerre sanglante amènera à la fin, et il est généralement d'humeur zen, contrôlant parfaitement ses émotions, imposant donc encore plus le respect et le rendant encore plus charismatique. Et aussi ça rappelle que c'est lui le patron, parce que lui il réfléchit avant de démolir un pays qui a osé dire « Eh mais c'est pas un peu fasciste votre truc ?» Même son vaisseau pète la classe. Bref, y a pas à dire, c'est mon personnage préféré. Putain de merde! Putain de merde! Ah! Chaque fois ça me le fait! Chaque fois que j'ai un personnage préféré, boum! Il claque! Ah! Mon personnage préféré dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Denethor. Ah!
En autre méchant, le grand génie du mal, le seigneur Dunkirk est... très actif. Dunkirk est le marionnettiste, ou du moins il aimerait. Il a voué toute sa vie à découvrir le secret du destin, et donc le moyen de le modifier à sa guise. Il a créé son empire uniquement dans ce but, mais il fait face aux multiples dysfonctionnements, notamment dus au lien qui unit Hitomi et Van. Voyez-vous, Hitomi étant une divinatrice venant de la lune des illusions, et Van un ange atlante de Gaïa, leur amour démontre que le destin est une force au concept bien flou qui ne peut être contrôlé et dépassant la compréhension d'un vieux fou. Mais malgré ça, Dunkirk fera tout pour dépasser le stade de simple mortel. Et... c'est... tout. Ouais, Dunkirk est comme l'empereur Palpatine. Il n'est que l'incarnation du côté obscur. Ici, l'envie de contrôler notre sort, ce qu'Hitomi sera tenté de faire, mais apprendra à renoncer à le contrôler pour forger son propre futur. Donc en fait, c'est plus une philosophie qu'un personnage, une présence plus qu'une vraie personne. Donc passons à Dillando. Jouons d'abord un petit jeu. Je vais vous passer quelques extraits de Dillando et vous allez essayer de deviner le sexe de Dillando. Je ne vous le répéterai pas, ou le corps des chevaliers du dragon se passera de vous. Est-ce que c'est compris? Vous n'auriez pas vu un étrange Gaïmélef dans les parages, par hasard? Ses habitants ont dû se faire dévorer par un troupeau de vieux dragons errants. C'est un mec! Je ne déconne pas! C'est vraiment un homme! Bonjour, je m'appelle Dillando, et malgré mon carré design, je suis un homme. Oui, je sais, le visage féminin et la voix féminine, doublée par une femme en VF comme en VO, peut prêter à confusion, mais je vous assure, Dillando est bel et bien un mec. À plusieurs reprises, on l'identifie comme étant un homme. Et au cas où vous ne croyez toujours pas, voilà ses biceps. N'empêche, ça expliquerait pourquoi il est tout le temps aussi vénère si tout le monde le prend pour une fille. Qui est cette charmante jeune femme? J'emmerde. Charmante, très charmante. Dillando est un fou furieux, prenant un malin plaisir à brûler des villes, mutiler des gens, et quand il est pas en plein massacre... Putain, qu'est-ce que je m'emmerde! Et il adore frapper ses hommes, pour de multiples résultats comiques. Post-scriptum, sachez que ce n'est pas un jeu. Hein? Message terminé. Seigneur Dillando, c'est mon anniversaire! Bon anniversaire! Allons manger du gâteau! Bonjour, Seigneur Dillando! Seigneur Dillando, quelle couleur voulez-vous pour votre nouveau Gaïmalef? J'aime le rouge! Ça fait plus joli! Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que... il tient sincèrement à ses hommes! Oui, je sais, on pourrait croire que Dillando ignore la mort de ses soldats, mais étrangement, non! Il est prêt à venger ses hommes tombés au combat! C'est bien toi qui as tué Miguel, non? Mais je n'avais pas le choix. Je ne peux pas te pardonner d'avoir tué un de mes hommes. Surtout après les merveilleux moments qu'on a passés ensemble. 81 82 83. J'ai pas bien compris l'intérêt de cet exercice. Quel exercice? Que des bonheurs. Enfin, surtout pour moi. C'est un drôle de paradoxe. Il est prêt à provoquer une guerre pour se venger d'un gamin qui lui a fait une égratignure sur le visage, mais il tient tout de même à ses hommes. Comme quoi, même le pire des monstres peut avoir un bon fond. Sans pour autant adorer le personnage, c'est un bon méchant qu'on aime détester, pour au final lui découvrir une autre facette. Il me fait surtout rire plus qu'autre chose en fait. Les autres personnages sont moins importants, mais méritent d'être évoqués, notamment... Merle! Merle est principalement une comic relief, et sert surtout à faire la jalouse qui ne supporte pas qu'Hitomi se rapproche de son maître Van. Rien de spécial à dire, à part qu'elle peut être très chiante. J'arrive à la supporter car au final elle encombre pas tant que ça l'avancée du scénario, et j'arrive même à rigoler à certaines de ses remarques, mais bon, je peux comprendre qu'on ne la supporte pas à force de... Ferme! La ferme! La ferme! La princesse Mirana est un peu pareille, mais pour Allen. Sauf que la rivalité amoureuse est plus mise en avant qu'avec Merle. Faut dire... elle a quel âge, Merle? Oui, je sais, son âge m'inquiète plus que le fait que c'est une femme chat. Et...
En plus, Mirana est beaucoup plus approfondie. C'est une princesse qui a longtemps vécu avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais fait face aux problèmes du vrai monde, et apprend à faire des compromis pour faire le bien autour d'elle. Alors même accepter un mariage arrangé pour avancer les enjeux politiques en faveur de nos héros, et finit par entreprendre la même évolution qu'Hitomi en devenant adulte, en renonçant à ses rêves de prince charmant, pour y voir les qualités d'un homme plus imparfait, comme Dryden. En parlant de Dryden... Je me suis bâti une véritable fortune, de quoi donner le vertige. J'ai acquis un savoir immense dans plusieurs domaines, et sans fausse modestie, je suis plutôt beau garçon. Dryden est le Lando Calrissian de l'histoire. C'est un ermite pété de thunes, ayant le sens des affaires, mais ça reste un gentleman comprenant la politique de son monde, et prêt à manipuler qui il peut pour obtenir ce qu'il veut. Et surprenamment, ce qu'il veut est tout sauf égoïste. Tu seras bientôt dans ton océan, Sylphie. Il est temps de se dire au revoir. Pourquoi fais-tu cette tête? Tu seras chez toi avec d'autres sirènes. Tu devrais te sentir heureuse. Oh et oui, il a la voix de Spike dans Cowboy Bebop. Et de King Bradley dans Fullmetal Alchemist. Ne te fais plus attraper. Et si jamais ça t'arrive un jour, dis-leur que tu es une amie de Dryden d'Astria. Et pour finir, la taupe. Vanille, Tommy, étaient ensemble. De vieux rats vicieux. Je les ai vus comme je vous vois. Oh, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais dans la soude, toi? Rien à dire de spécial. C'est la taupe. C'est un personnage plus ou moins présent pour servir à rien. À part faire quelques blagues sur le fait qu'il est un petit peu pervers. Voilà pour les personnages principaux. Passons maintenant à l'histoire en elle-même. Et c'est quoi un pan-dessus? J'ai jamais entendu parler du mot pan-dessus de ma vie. Et pourquoi tu dis que les Japonais ils ont inventé les dessins animés psychologiques? Même moi je suis fan, même moi je ne dis pas ce genre de conneries. Putain, va poulet là. Putain, il m'énerve. Oh.